Bonjour à tous et puis merci au LIT expert de m'accueillir aujourd'hui pour un sujet qui est sans doute pas mon quotidien en permanence, mais qui permet en fait d'avoir une rétrospective quand même sur les années précédentes. Alors effectivement, on est sur les trois présentateurs, je pense qu'on est tous à plus de 50 ans et donc on fait partie des vieux et on a le privilège de parler de l'histoire. Donc moi je suis vétérinaire praticien depuis 95 quasiment, au sein du réseau Cristal, dans un cabinet vétérinaire porcin, puisqu'on n'est que des vétérinaires porcins. Mais, et puis alors la particularité, c'est un petit peu aussi, je pense, peut-être globalement un message, c'est aussi, donc je fais partie du CA du LIT Westerel, du CA aussi également du groupe Cristal. Et en fait, on se nourrit, ce que je veux dire, on se nourrit bien sûr par la présence aussi et puis la participation à l'ensemble des instances qui peuvent être quelquefois, parfois syndicales, parfois techniques, parfois politiques. Hein. Jean-François avait parlé un petit peu de politique, mais en fait, c'est tous ces aspects-là qui sont importants, à mon avis, dans la considération et dans l'application qu'on peut avoir après du bien-être animal. Alors, juste une petite présentation du réseau Cristal, puisque c'est aussi dans la manière de fonctionner, un peu la manière de fonctionner du LIT Westerel, c'est-à-dire que la base de ce réseau, c'était d'abord un comité d'échange technique entre des gens qui voulaient aborder de façon communautaire en fait les problématiques de l'élevage dans les années 95, hein, c'était ça. Alors là, c'était pas sous forme d'une coopérative, puisque c'était sous forme d'une association, mais avec la volonté en fait de pouvoir répondre aux problématiques globales de l'élevage et aussi de enrichir aussi leurs connaissances mutuellement et avec d'autres partenaires. Donc on est à peu près aujourd'hui 15% de la production porcine, 35% de la volaille, 60% du lapin, 8% en bovin parce que c'est beaucoup plus satellisé et 70% en veau de boucherie. Donc une présence assez forte. Avec en 2006, on avait développé un groupe, hein, donc qui aujourd'hui fait partie avec 3 pôles majeurs. Et ces 3 pôles majeurs, ils ont été aussi essentiels dans le développement de nos métiers autour de la problématique. Alors je vais vous parler tout à l'heure, à la fois de la problématique baisse des antibiotiques, mais aussi bien-être animal. C'est-à-dire que ces 3 pôles sont au service, bien sûr, de l'élevage, de l'éleveur, et de la santé animale, mais aussi au service de pouvoir innover aussi sur des nouvelles techniques, et toujours pareil, dans un esprit d'échange. Donc le pôle service, le pôle analyse, et le pôle produit, qui nous permet aussi d'apporter des produits de substitution à des problématiques, quoi. Donc dans 2 domaines principaux, hein, avec le domaine majeur pour nous, ça reste la santé animale, mais avec des diversions vers l'agroalimentaire, puisqu'il y a aussi une vision vétérinaire qui peut être intéressante. Alors le contexte et l'enjeu, bon, ben, vous le connaissez tous, hein, puisqu'il n'est pas original, hein, c'était à la base de l'article L214, alors je ne vais pas refaire toutes les définitions parce que ça a été très très bien fait ce matin par Xavier sur qu'est-ce que le bien-être animal, mais nous en fait on se base quand même sur cet article-là à la base, avec bien sûr ça n'est pas le combat des vétérinaires, hein. Encore une fois, ce discours, on va parler santé animale, donc j'inclus, enfin, on n'est pas spécifiquement seul dans ce domaine-là. On est bien d'accord que, et c'est tout l'esprit du LIT aussi, on est partenaire finalement de l'ensemble des éleveurs, des techniciens, et puis de tous ceux et des chercheurs aussi également qui peuvent permettre justement d'avancer sur ce domaine-là, quoi. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est aussi, pendant cette stratégie nationale, le guide des bonnes pratiques d'élevage, et avec surtout, pour nous, ce qui est important dans la partie application et évaluation, en fait, c'est aussi objectiver le plus possible avec l'éleveur et les techniciens comment on mesure réellement le bien-être animal, comment on le perçoit. Et c'est tout ce qui est développement d'indicateurs dans les élevages. On a parlé des consommateurs, hein, bien sûr, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est-à-dire sur une partie transparence totale sur les conditions d'élevage, avec évidemment
la difficulté, moi je pense pour notamment les éleveurs, c'est la non-compréhension, enfin le fait d'être parfois mal compris, et puis la difficulté pour les consommateurs de confondre type d'élevage et bien-être. Hein, ça c'est clairement un problématique. Nous on a l'avantage de travailler avec des éleveurs qui sont de tout type d'élevage. Hein. On n'est pas simplement sur de l'élevage très conventionnel, mais aussi bien des producteurs bio que des producteurs plein air. Donc c'est aussi, et on sait que quel que soit le type d'élevage, en fait, on a aussi des axes de progrès en termes de bien-être animal, et surtout des axes où il faut bien se comprendre sur les objectifs qu'on doit avoir sur cette problématique. Le vétérinaire, il reste dans une obligation de moyens. Hein. Donc ça veut dire que quand on intervient en élevage, on a d'abord, nous, une obligation de mettre en place les choses, ou de permettre de mettre en place les choses, ou de conseiller de façon à ce que la situation s'améliore, aussi bien en termes de pathologie comme de bien-être aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas une obligation de résultat, et c'est parfois un peu difficile hein, de pouvoir faire ça. Et évidemment, avec deux aspects bien marqués, prévention et traitement. Alors, je voudrais revenir juste sur l'histoire de l'éco-antibio, parce que pour avoir été parmi, alors je pense que dans la salle, il y en a certains qui étaient aussi au tout départ de cette histoire. Donc, le premier plan éco-antibio, c'est en 2012. 2012-2017, hein, puis après il y a eu 2017-2022. C'était pourquoi? Parce qu'il y a quand même, moi je pense qu'il y a un parallèle très fort entre ce qui s'est passé là et l'évolution ensuite de comment on peut faire avancer le bien-être animal dans les élevages. L'éco-antibio en 2012, bon, clairement, c'était des objectifs de diminution de volume de consommation d'antibiotiques qui étaient à l'époque de 25%. Et la démarche, là aussi, qui a été amorcée collectivement, donc avec des collèges qui se sont réunis autour de la DGAL, la démarche était vraiment collective, mais elle était loin d'être évidente au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu une peur, je pense, et d'abord par les éleveurs, il faut être clair. Évidemment, quand on dit peur, c'est souvent parce qu'il y a une peur de l'avenir. On ne sait pas où on va, vraiment. Donc, c'était globalement cette difficulté de dire comment on peut se projeter, quand même, pour pouvoir faire un élevage où, parce que mon animal il souffre, il faudra que je n'utilise plus d'antibiotiques. Donc, vous voyez, c'était un peu le contexte. Et puis, derrière, là aussi, hein, on a un peu cette chance d'avoir des instances comme ici, où tout le monde réfléchit autour d'une table et puis essaye d'apporter ses idées et son point de vue. Ça a été vraiment cet échange qui a permis de faire avancer. Avec deux volets principaux. Le côté volontaire, c'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de la force de l'exemple et la force du premier qui fait, en fait. Donc, plus vous aurez de cas qui fait qu'on va avancer sur le sujet, eh bien, plus vous convaincrez, notamment en termes de proximité. Hein, un éleveur, il aime bien écouter son vétérinaire et son technicien, mais il aime bien surtout savoir si ça marche chez son voisin. Et donc, en fait, il y avait ce côté volontaire, et puis un peu le côté aussi où on va, l'expérience qu'on veut. Et puis après, il y a l'aspect réglementaire, qui a aussi évolué parallèlement, qui n'a pas forcément été la partie la plus précoce dans ce plan éco-antibio, puisque en fait rapidement quand même la partie volontaire. Donc ça a été ces deux volets, et sur la partie bien-être animal, avec une conclusion quand même de ce plan éco-antibio, où l'importance de la proximité de l'éleveur avec son véto, en l'occurrence qui avait été, mais aussi avec le technicien, l'importance de cette proximité qui fait qu'on convainc de changer et d'évoluer vers et à un moment donné, on ne forcera pas les gens à aller s'il n'y a pas une conviction que c'est bien pour lui et c'est bien pour ses animaux. Alors, en ce qui concerne l'évolution du docteur dans tout cela,
Alors là, c'est peut-être plus lointain en tout cas, mais c'était quand même un petit peu dans les années 90, pareil, la même chose. C'est que la première des choses qu'on nous apprend dans une école, c'est de répondre à la pathologie, c'est-à-dire d'être capable de faire un diagnostic, de faire un pronostic et de donner un traitement pour pouvoir faire en sorte que l'animal ne soit plus malade. Alors l'animal ou un groupe d'animaux, en l'occurrence lorsque les productions sont... on a affaire à des grandes populations. Le deuxième point qui a été chose, c'est aussi, alors par exemple pour la production porcine, on a eu tout le développement de la station pathologie porcine, notamment de Ploufragan dans les années 80, là, où on a compris que la plupart des maladies ne résultaient pas d'un germe, mais bien sûr des conditions globales autour de l'animal qui faisait qu'on pouvait faire apparaître. Donc là, il a fallu réfléchir. Bon, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de détails à faire là-dessus, mais que ce soit on apprend mutuellement et on a besoin aussi mutuellement, nous, parce qu'on n'a pas on a aussi pas toutes les compétences, mais aussi on a besoin évidemment de ces aspects zootechniques pour pouvoir avancer. Tout à l'heure, vous parliez de sensibilité, là, en fait. Et donc, c'est aussi le fun. Et le troisième point qui est apparu donc plutôt dans les années 2017, moi je dirais, enfin 2015-2017, où là, en fait, au-delà de cet aspect zootechnique, eh ben, on a commencé à réobserver un petit peu plus les animaux, et notamment, en fait, avec sans doute aussi beaucoup de choses qu'on apprend des éleveurs, parce que la plupart du temps, en fait, c'est eux qui observent beaucoup mieux, en fait, puisqu'ils sont au quotidien. Puis il y en a bien sûr, la sensibilité au comportement, elle est variable d'un éleveur à l'autre, bien sûr, mais on a quand même énormément ces observations des éleveurs. Alors demain, si j'écoute Xavier de ce matin, demain, il va falloir devenir psychologue, puisque on va nous demander de savoir si la vache ou le cochon est heureux. Alors c'est encore une autre étape. Je ne sais pas si on est encore les plus aptes à le faire, mais ceci dit, c'est quand même peut-être vers là qu'on ira. Autre chose qui a été important dans l'évolution du bien-être animal, c'est l'évolution aussi de notre règle ordinale, puisque dans le cadre de maltraitance, il y a eu une loi là, du 30 novembre 2021, en fait, où le rôle du vétérinaire doit être une sentinelle et le garant du bien-être des animaux est renforcé dans cette loi. Donc le code pénal a été modifié pour lui permettre de lever son secret professionnel auprès du procureur de la République. Et donc, qu'est-ce qu'on parle dans la maltraitance? Donc on doit, et là c'est un devoir du vétérinaire, détecter donc les maltraitances volontaires ou les maltraitances involontaires. Donc, les maltraitances volontaires, vous avez le détail là sur la diapo, avec bien sûr des coups, des abus physiques, des armes à feu, des brûlures, des combats de chiens, des dressages violents, ou voire des abus sexuels. Et les maltraitances involontaires, donc aussi également toute une chose. Qu'est-ce qui est pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'un vétérinaire qui est en présence de maltraitance dans un élevage, en fait, il doit tout d'abord interroger, demander pour essayer de comprendre dans la situation. Hein. On a parfois des situations, quand on est dans des situations comme ça, en fait, on a affaire aussi parfois à des cas difficiles au niveau humain. C'est-à-dire que c'est bien souvent ça. D'ailleurs, on est rare, moi j'ai jamais vu de cas où il y a une volonté de nuire. Mais par contre, c'est plutôt des cas où la personne est vraiment désorientée et ne peut pas assumer en tout cas son rôle pour pouvoir prendre soin de ces animaux à minima. Valider, documenter et référer. Et donc ça veut dire référer également notamment en accompagnement des DDPP, hein, puisque derrière, la plupart des cas ne peuvent pas se régler tout seuls dans ces cas-là. Et il y a un accompagnement bien souvent nécessaire de l'éleveur. Dans les choses qui ont aussi pu évoluer de façon plutôt très positive,
c'est une composante du bien-être animal. En fait, c'est aussi de plus en plus la prise en compte de la douleur. Alors, tout d'abord dans les traitements, puisque quand on dit une arthrite, une méningite, une chose comme ça, en fait, on avait peut-être plutôt tendance, globalement, la règle, c'était souvent tendance à utiliser un antibiotique parce qu'on connaît le germe et on connaît la raison. Mais par contre, de plus en plus, et aujourd'hui c'est quasi systématique, il y a beaucoup de formations qui sont faites auprès des éleveurs et surtout des rappels lors des bilans sanitaires annuels où l'importance de prendre en charge la douleur quasi systématiquement lorsqu'il y a un problème de pathologie. L'autre chose aussi, c'est l'évolution vers les pratiques. Tout à l'heure, vous aviez parlé notamment des pratiques en élevage porcin. C'est l'exemple de la castration qui aujourd'hui est faite avec une anesthésie locale, avec cette permission pour l'éleveur de pouvoir pratiquer une anesthésie locale qui est normalement, et d'accéder notamment à certains produits sur lesquels qui étaient réservés aux vétérinaires jusqu'alors. Donc aujourd'hui, c'est l'importance de pouvoir faire des nouvelles pratiques. Nous, on ne peut pas forcément les appliquer, parce que s'il fallait que tous les vétérinaires aillent castrer les porcelets ou écorner les... donc on ne peut pas forcément être présent vu le... Par contre, on a de plus en plus ce rôle de formateur et d'encadrant à distance, c'est-à-dire avec une relation et un échange très important entre l'éleveur, le référent. On aurait aimé quelquefois peut-être avoir un référent infirmier. Pour l'instant, c'est pas reconnu. Aujourd'hui, par exemple, dans les élevages, on a plutôt un référent bien-être et un référent biosécurité, mais ça aurait été plutôt. Mais ça n'empêche pas de former, d'encadrer, de créer des formations, et bien souvent des formations in situ, c'est-à-dire, en l'occurrence, par exemple, l'anesthésie locale en production porcine, c'est une formation directement dans l'élevage, pratique, en fait. Le deuxième exemple, c'est la mise à mort. Alors, c'est un sujet qui n'était pas forcément abordé tous les jours, faut être clair, même si c'était plutôt à un moment donné lorsque la question se posait. L'exemple de la mise à mort, en fait, là également, en fait, on a à disposition des formations qui ont été créées par les SNGTV, de façon à pouvoir aussi bien cerner les réactions de l'animal lorsqu'il y a une mise à mort, et notamment quel est le degré de conscience, quel est le degré de souffrance, et puis la réalité d'une mise à mort de façon à accompagner. C'est un acte vous parliez tout à l'heure de pénibilité, ce n'est pas un acte facile pour personne, notamment pour les éleveurs. Par contre, c'est un acte nécessaire, c'est-à-dire de temps en temps, on n'a pas le choix. Et donc, c'est l'importance de un opérateur ou plusieurs opérateurs dans l'élevage pour pouvoir accompagner et pour pouvoir être bien dans cette souffrance. Il n'y a plus que 2 minutes ? Ça va être court. Bon, alors, je vais passer plutôt à ce moment-là directement un peu aux pratiques directement sur les... Alors, j'ai 4 exemples pour vous illustrer. Les animaux de compagnie, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait notamment des changements sur la clinique. Par exemple, aujourd'hui, dans l'accueil des animaux, il y a une séparation accueil chien, chat, animal au sec, anti-stress aussi avant la consultation ou de la sédation avant toute intervention. En prise en charge systématique de la douleur avec des réseaux Cap Douleur, c'est-à-dire il y a des cabinets vétérinaires qui adhèrent à ce réseau, et puis prise en charge de la fin de vie, où là on accompagne parfois, alors tout à l'heure on parlait d'anthropocentré, on est beaucoup plus anthropocentré lorsqu'on est sur les animaux de compagnie, mais il y a une prise en charge de la fin de vie, aussi bien pour les animaux que pour le propriétaire. Et puis après, tout un rôle de conseil autour des conditions de vie améliorées avec la lumière, la musique, le calme, les phéromones apaisantes, puisque ça aussi c'est nouveau, avec des caresses, avec des massages, avec des courtes hospitalisations qu'on retrouve dans les choses. Alors c'est vrai que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça fait partie quand même de la perception animale, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut être conscient, et vous en êtes conscient que le contact avec les animaux, c'est principalement les animaux de compagnie, et donc ça veut dire que globalement, la perception, elle est là. Alors ensuite, sur la volaille,
Donc la volaille, il y a des troncs communs entre les différentes espèces. Tout à l'heure, on parlait de formation au niveau du bien-être animal, donc ça a été obligatoire pour l'ensemble des éleveurs. Alors globalement, les formations bien-être animal, donc faites en collaboration avec l'ensemble des groupements techniques vétérinaires, ça a été pour moi très très important dans cette amélioration parce que ça a permis de mettre des mots et de objectiver la plupart des éleveurs qui arrivaient en début de session de bien-être animal. Ils avaient beau être reçus par leur vétérinaire habituel, c'est quand même une peur. Et puis il y avait beaucoup d'objections, c'est-à-dire on va encore nous... Donc c'est quelque chose qui était vraiment important pour pouvoir objectiver. La deuxième chose en volaille, il y a eu tout un travail, c'est pour ça que je vous disais santé et bien-être est très fortement, il y a tout un travail de prévention pour essayer de faire en sorte qu'on ne fasse pas apparaître la maladie, et notamment avec l'utilisation d'alternatives pour pouvoir diminuer, parce qu'on a quand même une population d'animaux importante. Et ces alternatives sont appuyées également par des recherches sur l'efficacité en laboratoire sur les aromatogrammes. Et enfin, de plus en plus aussi de techniques différentes. Tout à l'heure, vous parliez de la vaccination en production porcine, et c'est vrai aussi en volaille. La vaccination qui a été, je pense, la R&D sur la vaccination, elle est en permanence, puisque les laboratoires sont quand même très intéressés pour pouvoir développer cette vaccination. Et cette vaccination, en fait, elle a été sans doute initiée sur le plan éco-antibio, mais par contre, aujourd'hui, elle sert beaucoup pour le bien-être, puisque que ce soit le comportement, que ce soit également, aujourd'hui, peut-être la pression qu'ont les éleveurs sur la qualité des carcasses qu'ils reçoivent derrière, quoi. Alors, je vais essayer d'aller vite. Le bovin laitier, on est un peu sur le même schéma avec la formation, avec peut-être un axe très très fort sur la santé des pieds, avec les parages, le développement des parages. Il y a des cabinets vétérinaires aujourd'hui qui font du parage et qui proposent ça, avec moins d'antibiotiques et l'usage des AINS. Et puis aussi beaucoup axé sur l'amélioration des bâtiments, alors sans doute avec un parallèle avec les robots de traite, puisque les robots de traite font que les animaux sont beaucoup plus présents dans leur environnement, et donc on a l'amélioration des bâtiments. Voilà. Et puis sur la production porcine, vous avez eu un développement tout à l'heure. On parlait de... Alors sur la production porcine, on a peut-être une chose qui est un petit peu variable, mais c'était vrai aussi peut-être en bovin lait sur les veaux. C'est un travail sur la conduite d'élevage, en fait, et notamment sur le management des animaux. Pour certains, vous avez entendu parler, par exemple, de sevrage sociabilisé, des porcelets sociabilisés. On commence à parler même de truies en groupe en liberté. Là, aujourd'hui, et puis on essaie de travailler également sur l'ensemble des thèmes, et notamment la partie environnement, bruit, lumière, qui peuvent être aussi un axe d'amélioration sur la chose. Alors ça, je passe. Donc en résumé, en fait, on a toujours une approche vétérinaire, globalement, avec quand on a des signes cliniques, il faut traiter la maladie. On utilise les produits qu'il faut, bien sûr, et éventuellement, on essaye d'empêcher cette maladie. Avec une approche éthologique, là c'est l'exemple de la morsure du queue, c'est-à-dire pouvoir cerner l'ensemble des facteurs qui sont responsables, en tout cas, ou en tout cas qui peuvent être limitantes dans la chose. Et ces choses-là, ensuite, quand on dit approche vétologique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir ces deux aspects-là, d'abord santé puis comportement, mais avec une caractérisation plus forte et plus fine du comportement. Un morsure de queue, il peut y avoir plusieurs causes, mais il peut y avoir plusieurs expressions. Et c'est là où, en fait, notre travail du quotidien, ça va être d'aller plus loin dans le diagnostic. Et il faut se former, il faut aussi former nos jeunes collaborateurs, de façon à ce que... donc nous, dans notre clinique, on a un vétérinaire qui est plus formé sur cet aspect-là. Et on voit bien qu'il y a une certaine expertise qui n'est pas forcément... Enfin, dans des cas difficiles et graves, il faut aller plus loin et sans doute, on ne sait pas tout aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des freins chez les vétérinaires? Globalement, non. On a plutôt des jeunes vétérinaires qui sont plutôt
de plus en plus formés. Ce n'était pas le cas, nous, dans les années 90, où on n'avait pas forcément cette notion-là. Et par contre, l'importance de la formation continue. Et puis après, pour finir, en fait, ce que je voulais dire surtout, et c'est un petit peu le parallèle avec l'éco-antibio, c'est qu'on a affaire, et vous l'aviez rappelé tout à l'heure, Jean-François, c'est qu'en fait, on a affaire à un monde économique, et ça, et ça fait partie de notre réalité. Et donc, tout le travail, et ce n'est pas que nous, c'est l'ensemble, c'est la première conviction pour pouvoir changer, c'est qu'il faut trouver des avantages. Alors, on a parlé beaucoup de l'avantage à l'éleveur, tout à l'heure, bien-être de l'humain. Et puis, il y en a qui vont être plus motivés par l'avantage économique, en fait. Donc, tout ça, ils ne sont jamais motivés pour l'un ou pour l'autre, mais il y a toujours une chose comme ça. Et ça, c'est un petit peu le travail qu'on a fait depuis pas mal d'années, c'est qu'effectivement, il y a des contraintes, il y a des règles, il y a des réglementations. Par contre, l'éleveur va progresser et l'élevage va progresser si on arrive à trouver à chaque fois un intérêt mesuré économique. C'est l'exemple, tout à l'heure, je parlais de la sociabilisation du porcelet, où le premier éleveur chez qui on l'avait fait dans les années 2018, en fait, et qui est quelqu'un qui mène très bien son élevage, et vous pouvez y aller en chaussons dans son élevage, tout va bien. Mais cette conviction qu'on est capable de trouver quelle est sa motivation qui va le faire changer et faire changer les habitudes. Et Dieu sait si les éleveurs, enfin, pour les côtoyer depuis 30 ans, il n'y a pas de problème pour changer, simplement il faut y trouver évidemment des avantages. Et bien sûr, la sensibilité au bien-être, elle est quand même réelle. Et donc, après, il y a un deuxième aspect. Je me permets quand même pour une minute. Pour conclure là maintenant. Le deuxième aspect, c'est surtout la partie observance, c'est-à-dire que la durée de tous ces changements dans l'élevage, il faut parfois répéter, répéter et répéter. En fait, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Dominique. On a le temps pour une petite question. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton métier et de ses évolutions. On a une question ? Oui, Frédéric Pabeuf, ANSES, laboratoire de Ploufragan. Merci Dominique. ANSES, laboratoire de Ploufragan, Frédéric Pabeuf. Je vais parler un peu plus fort, excuse-moi, j'ai la voix enrouée. Merci pour cette présentation. Tu nous as parlé de sociabilisation des animaux précocement en maternité. Ne penses-tu pas que ça va, d'un certain sens, je dirais en contradiction avec certains messages qu'on a pu passer au cours de ces 10-20 dernières années autour du brassage des animaux et de la circulation des contaminants sur certains stades, et en particulier les stades précoces? Alors, la réponse, elle est dans l'approche vétologique. C'est-à-dire que vous voyez bien que dans chaque cas, et c'est là où tout à l'heure, il y avait une personne qui disait que chaque animal est unique et chaque élevage est unique. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des grandes règles et il y a des grandes lignes, d'accord ? Et je prends l'exemple, par exemple, de santé et comportement, et je prends l'exemple de la grippe, en fait, en production porcine. En fait, donc c'est vrai que classiquement, donc les animaux sont allaités jusqu'à 28 jours, sont menés portée par portée, et puis ensuite on va les mélanger, alors avec des critères de choix qui vont être le gabarit, le rang de portée ou d'autres critères de choix, ou le sexage aussi, on a ça aussi. Et en fait, dans le cas, par exemple, où il y a une circulation relativement précoce de grippe, moi, je préfère qu'ils soient sociabilisés sous la mère alors qu'ils ont des anticorps maternels présents à ce moment-là, plutôt que de les mélanger. J'ai vu un élevage où ils les mélangeaient même qu'en engraissement. Donc c'était, c'est-à-dire qu'on avait effectivement... Voilà. Donc ça c'est ce genre d'expérience où la santé et le comportement n'est pas forcément contradictoire. Par contre, si par exemple je mélange mes animaux sous la mère et que manifestement ça crée par exemple des problèmes digestifs beaucoup plus importants parce qu'on n'a pas forcément
prévenu certaines maladies ou qu'il n'y a pas l'immunité sur ça, et ben dans ces cas-là, on a plutôt tendance à freiner cette pratique-là. Et puis la même chose sur quand on met en groupe, et c'est peut-être parce qu'on parle beaucoup, enfin, faut voir aussi la réalité. Dans un groupe, on a quand même une diversité d'animaux, notamment en termes d'âge et de poids parfois, hein, même si les conduites en bande sont le plus strictes possible. On a par exemple sur la sociabilisation, on a des éleveurs qui vont dire je sociabilise 80% du groupe ou 90%, mais je garde les petits à l'abri au départ pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne soient pas. C'est-à-dire que ça peut être pénalisant pour les petits aussi. Donc il faut adapter en fait. Hein. Et puis c'est là où en fait la chose est quand même très importante, c'est cet échange éleveur, alors veto ou technicien, mais on n'est jamais. Enfin, il ne faut pas prendre pour acquis cette règle-là, elle doit être 100%, et il faut aussi adapter en fonction de ce qu'on observe. En fait, quoi. Merci beaucoup, Dominique. On peut remercier